Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, après 6 jours de résistance, le plus vieux président du monde cède à la pression de l'armée et de son peuple. Robert Mugabe a remis sa démission ce soir en fin de journée, au moment même où une procédure de destitution contre lui était lancée au Parlement. Ainsi se termine 37 ans de règne. Retour sur le feuilleton zimbabwéen dans cette édition du 20h. À suivre également l'analyse de plusieurs journalistes et experts des questions internationales invités dans cette édition du journal. Une grève paralyse le déroulement des cours à l'université de Douala depuis ce matin. Des enseignants mécontents de cette institution universitaire ont entamé un mouvement de grève pour protester contre de mauvaises conditions de travail. Ce débrayage devrait durer au moins 7 jours. Et puis Ezeka, un an après la catastrophe ferroviaire dans cette partie du pays, chef-lieu du département du Nian-Ekele, la localité est devenue une ruée. Donc on assiste à une ruée vers l'or dans cette partie du Cameroun. À découvrir dans ce journal des orpailleurs venus de tous bords qui espèrent trouver et changer leur vie à Ezeka avec l'or qui sort de terre. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois encore et bienvenue à cette édition du journal. Et nous ouvrons donc avec la principale information de cette fin de journée. Nous le disions, Robert Mugabe a finalement cédé à la pression de son peuple. Il a décidé de quitter le pouvoir cette fin de journée après plusieurs jours de résistance face à l'armée et à toute une population zimbabwéenne. La nouvelle a été annoncée par Jacob Mudena, le président de l'Assemblée nationale, au moment même où une procédure de destitution était lancée contre le président Mugabe au Parlement. Le président Mugabe, 93 ans, était soumis depuis 7 jours à une rude épreuve de pression. Retour sur les dernières heures de ce règne dans ce reportage signé Eric Massanjomo. Liesse ce mardi après-midi à l'Assemblée nationale zimbabwéenne, alors que le Parlement avait ouvert la séance consacrée à l'examen de la demande de destitution de Mugabe. Le président de l'Assemblée nationale, Jacob Mudenda, interrompt la séance et lit sous les applaudissements des parlementaires la lettre de démission envoyée par Robert Mugabe. L'étau s'était fortement resserré ces derniers jours sur le dirigeant zimbabwéen âgé de 93 ans. De nombreux chefs d'État de l'Afrique australe et même d'ailleurs l'avaient formellement appelé à quitter le pouvoir. Ce mardi, Mugabe a tenté un barreau d'honneur en convoquant un conseil de ministres alors que s'ouvraient les travaux au Parlement. Seuls quelques-uns des ministres se sont rendus au palais présidentiel, preuve s'il en était encore besoin de son isolement. Déchu de son poste de président de la ZANU-PF il y a quelques jours, et confiné sous le joug de l'armée, Mugabe avait tenté de démontrer qu'il tenait encore les rênes du pays à travers une sortie télévisée le week-end dernier. Il aura finalement lâché du lest grâce au coup doux d'une armée restée républicaine jusqu'au bout, d'une classe politique opportuniste, d'une population qui a su saisir la balle au rebond. La page Mugabe tournée, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre au Zimbabwe. Et voilà donc pour les dernières heures du règne du président Robert Mugabe qui aura passé 37 ans au pouvoir. Et pour les premières analyses de cette décision tombée ce soir, nous avons sur ce plateau Eric Kwamo. Bonjour. Bonsoir madame. Merci d'être sur notre plateau pour parler de cette actualité. Alors on a vu, on assiste là à des scènes de liesse à Harare au Zimbabwe. Est-ce que le peuple zimbabwéen est aujourd'hui délivré de son président? Écoutez, nous sommes en plein là sur le théâtre de la politique internationale et évidemment l'actualité autour de la politique internationale a ses exigences. Il convient de dérouler une grille d'analyse qui impose que l'on procède d'abord par la qualification des faits dans leur dynamique et leur historicité. Alors que se passe-t-il au Zimbabwe depuis le début de cette soirée? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une rupture. Il s'agit d'un moment historique dans l'histoire post-coloniale du Zimbabwe avec cette démission qui a été confirmée en début de soirée du président Robert Mugabe qui a finalement décidé de quitter le pouvoir. Évidemment, au moment où la procédure d'impeachment, de destitution était en cours à l'Assemblée nationale. Alors, il s'agit pour le président Mugabe de l'expression d'une volonté de sortir
en marquant en laissant des traces plutôt positives dans les pages de l'histoire du Zimbabwe. L'histoire le retiendra d'ailleurs. Robert Mugabe a effectivement démissionné. Donc il s'agit d'une démission et la qualification est assez importante car inévitablement elle aura des conséquences. Mais pour revenir à votre question sur cette scène de liesse qu'on observe au Zimbabwe, il faut noter que les rues d'Harare, d'après le monitoring que nous avons pu effectuer avant d'être sur ce plateau il y a quelques instants, les rues de Harare sont envahies par des jeunes, par des femmes. Évidemment, c'est une couche de la population qui représente un peu plus de 60% pour les jeunes, évidemment avec les femmes. Cette jeunesse qui rêvait d'un avenir, cette jeunesse qui rêve des lendemains meilleurs dans un contexte économique marqué par la récession, dans un contexte économique assez difficile pour le Zimbabwe. La jeunesse zimbabwéenne, comme dans bien de pays d'Afrique, avait justement le sentiment que des perspectives ne s'offraient pas à elle. Cette jeunesse avait le sentiment que le pays vivait un statu quo où il n'y avait pas cet environnement, cet esprit susceptible de leur permettre de rêver, avec un taux de chômage qui avoisinait les 90%, ce qui a d'ailleurs contraint Robert Mugabe à solliciter, à faire recours au Fonds monétaire international il y a quelques jours avant la destitution pour améliorer dans la quête de la solution économique pour le pays. Donc il y a ça. Ensuite il y a cette lassitude qui naît justement de la longévité au pouvoir, cette absence d'alternance qui a fini par cristalliser et par donner le sentiment que la machine politique du Zimbabwe était définitivement rouillée. Eh bien, la décision de rendre le pouvoir, de quitter le pouvoir prise par Robert Mugabe ce soir traduit justement. Et avant donc de continuer ce journal, lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que le président Mugabe a refusé de faire face à au déshonneur justement d'une destitution. C'était donc un choix de déposer sa démission lui-même, mais est-ce que ça n'arrive pas un peu tard? Eh bien, il fallait justement établir le parallèle, ou alors un parallélisme entre Robert Mugabe, le politique, et Robert Mugabe, ce héros national qui a combattu et qui s'est battu depuis dans l'histoire politique du Zimbabwe, qui s'est battu pour obtenir l'indépendance. Et évidemment, c'est cette image qu'on retient de lui. Et il faut également noter sa proximité avec l'armée. Vous remarquerez que dans ce qui convient de qualifier de coup d'État paisible ou alors d'une révolution de pouvoir, c'est selon. Donc, dans cette qualification, on observe que Robert Mugabe a affiché une certaine proximité avec l'armée qui a œuvré dans cette manœuvre pour justement maintenir l'image de Robert Mugabe, le nationaliste qui se serait battu pour obtenir l'indépendance de ce pays. Donc il fallait justement ménager cette double posture. Et évidemment, il faut noter aussi que cette armée a toujours été omniprésente dans la vie politique de ce pays. Avant l'indépendance du Zimbabwe, lorsque la ZANU-PF accède au pouvoir dans le cadre de ce qu'ils avaient appelé le mouvement de la guérilla, évidemment c'était l'armée, et Robert Mugabe s'est toujours appuyé sur l'armée pour gouverner, pour diriger, et évidemment on peut comprendre pourquoi cette armée-là a affiché une posture une posture, comment le dire, une posture un peu de neutralité, de douceur à l'égard de Robert Mugabe. Merci Éric Poimeau d'être venu sur notre plateau ce soir. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef d'Equinox Télévision. Nous continuerons la réflexion sur cette actualité au Zimbabwe à la fin de ce journal et nous y restons d'ailleurs avec ces autres informations. C'est donc, nous le disions, une fin de règne. Quelques chiffres alors, date à retenir concernant cet homme d'État qui quitte donc le pouvoir ce jour, né en 1924,
Robert Mugabe arrive à la tête du pays en 1980. En 37 ans de pouvoir, ce président charismatique jusqu'au bout a profondément marqué l'histoire politique de son pays. L'un des actes majeurs de son règne restera sans doute la réforme grégaire de l'an 2000. Et c'est une méthode tout à fait singulière, nous le disions, qui a été utilisée par l'armée zimbabwéenne qui a poussé donc à la sortie le président Mugabe depuis quelques jours. Tout au long de ce feuilleton, les forces de défense du pays se sont refusées de parler de coup d'État. Elles ont jusqu'à la fin tenté de préserver l'image de ce président. Pour le docteur Frédéric Foka, le choix s'explique par la consolidation de l'idéologie mise en place par ce pays depuis l'indépendance. L'internationaliste a été rencontré par notre reporter Guy Zogo quelques heures avant la démission du président Mugabe. Je propose de le suivre dans le reportage qui arrive. Pour le docteur Frédéric Foka, internationaliste, il est évident qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État, mais plutôt de la volonté de préserver la ligne politique traditionnelle du pouvoir au Zimbabwe. Il ne s'agit pas vraiment d'un coup d'État. Le président Mugabe, dans le positionnement de la succession, a voulu privilégier un camp, le camp de Grace Mugabe, plutôt que celui d'Emerson Mnangagwa. Et il faut rappeler ici que Emerson Mnangagwa est l'un de ses compagnons de lutte, l'un de ses compagnons de prison. Et c'est ensemble qu'ils ont permis au Zimbabwe de devenir indépendant. Selon lui, cette mécanique menaçait d'être déréglée par l'intrusion de Grace Mugabe, d'où la réaction de l'armée. Grace Mugabe et un autre courant qui sont montés et qui ont voulu donc récupérer l'héritage, ce que les autres ont eu du mal à accepter. C'est dans ce contexte qu'il y a lieu de comprendre en fait ce qui se passe au Zimbabwe. Ce n'est pas vraiment une révolution, c'est juste un changement d'homme pour que la même idéologie, c'est-à-dire que celle qui a présidé à l'indépendance du Zimbabwe demeure. Au fond, pour le docteur Frédéric Foka, la méthode singulière usitée par l'armée zimbabwéenne tient du poids de Robert Mugabe, qui pèse plutôt dans la balance. Bien sûr, Mugabe est un héros national. Et à ce titre, Mugabe ne peut pas être bousculé. Mais, simplement, les militaires se rendent compte qu'il n'est plus l'homme de la situation. Or, il faut préserver l'héritage indépendantiste et nationaliste. On ne peut donc pas bouger le baobab, parce que vous savez, en Afrique, on ne touche pas aux sages. Donc, du coup, on veut amener le sage à comprendre qu'il est temps, il faut qu'il passe la main. Mais, avertit l'internationaliste, il ne s'agit pas d'un modèle qui peut s'étendre sur le continent, celui-ci étant localisé au Zimbabwe. Non, on ne peut pas en faire un modèle, c'est particulier au Zimbabwe, parce que ce coup d'État, comme je vous l'ai dit, il se situe dans le prolongement du combat historique qu'il y a eu pour l'indépendance du Zimbabwe. Or, dans la plupart de nos autres États, ce ne sont pas nécessairement les leaders indépendantistes qui sont arrivés au pouvoir. À partir de là, ça rompt complètement. Il faut rappeler que toute la vie de Mugabe, c'est un combat pour le Zimbabwe. À partir de là, on ne peut pas faire du tort à Mugabe, serait mal écrire une page de l'histoire zimbabwéenne. Mais ce n'est pas le cas dans nos autres États où certains chefs d'État en eux-mêmes sont des risques en fait pour les États. C'était donc là la réaction du docteur Frédéric Foka, internationaliste, rencontré par Guy Zogo cette fin de journée, quelques heures avant la démission de Robert Mugabe ce soir. Je vous le disais, l'on reviendra sur cette actualité dans la fin de ce journal avec un autre journaliste et espère des questions internationales donc sur les réflexions tout autour de cette démission. Dans le reste de l'actualité, les cours sont perturbés depuis ce mardi matin à l'université de Douala. Les enseignants de cette institution respectent depuis ce mardi un mot d'ordre de grève émis par le syndicat national des enseignants du supérieur. Ils protestent ainsi contre de mauvaises conditions de travail. Et la réunion de crise tenue cet après-midi au rectorat n'a pas permis de décrisper la situation. Le débrayage devrait se poursuivre pendant au moins 7 jours. Des précisions avec François Dikoumet et Etienne Pascal Azik. Le conclave entre les membres du syndicat national des enseignants du supérieur et l'administration de l'université de Douala a accouché d'une souris. Cette concertation avait pourtant pour but de désamorcer la grève des enseignants annoncée à compter du 21 novembre jusqu'au 26 novembre 2017. Les raisons de ce durcissement de ton des enseignants sont multiples. C'était juste un mouvement d'interpellation pour amener la partie adverse à reconsidérer la manière de nous traiter et éventuellement à nous appeler autour d'une table pour nous proposer des choses concrètes.
Et les revendications de ces dispensateurs du savoir à l'université de Douala ne s'arrêtent pas là. Car pour eux, cette situation n'a que trop duré. Ça fait 24 ans que les enseignants de l'université de Douala n'ont pas de bureau. Nous recevons des étudiants sous les arbres. Nous-mêmes, nous nous reposons sous les arbres. Nous préparons les cours avant d'entrer en amphi sous les arbres. Regardez tout ce qu'il y a comme amphi. Ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilette. Vérifiez vous-même. Douala Mangabel, c'est R+3. Imaginez, on aura à peu près 33 000 personnes sans eau, sans toilette. Le conseiller technique auprès du recteur de l'université de Douala, qui s'est entretenu avec les enseignants en grève, a reconnu que leurs revendications sont réelles et légitimes, mais qu'un début de solution est en train d'être trouvé à certaines de ces revendications. Par rapport à certains problèmes qui sont effectivement prégnants, qu'ils ont posés, vous avez vu les problèmes des toilettes qui doivent être réhabilités. Pour ce qui concerne le problème des infrastructures, vous savez que c'est un problème réel. Le recteur est en train de négocier avec les différentes parties prenantes pour que le bâtiment dont on parle puisse être complètement achevé. Ces solutions ont été jugées insignifiantes par les enseignants. Par conséquent, le mot d'ordre de grève n'a pas été levé. À l'université de Douala, les cours restent ainsi suspendus dans les campus en attendant le retour du recteur. Crise anglophone, vous vous en souvenez, tout avait commencé donc par des revendications corporatistes, notamment une grève des enseignants du sous-système éducatif anglophone. C'était un 21 novembre 2016, il y a un an donc. Concours de circonstances ou pas, toujours est-il que c'est en cette date symbolique que le PAP a choisi d'aller donner un peu de réconfort aux personnes toujours détenues dans le cadre de cette crise anglophone. Le parti de Paul Aya Biné en a profité pour appeler une fois encore au dialogue avec toutes les parties prenantes dans cette crise afin de sortir finalement de l'enlisement. Des précisions avec Guy Zogo et Élisée Bokba. Le People Action Party, PAP, n'oublie pas les prisonniers de la crise anglophone. Il vient d'effectuer une descente à la prison de Kondengui avec force victuailles. Et puis ça fait un an que nos frères, nos sœurs sont incarcérés là-bas en Kondengui. C'est une manière de solidarité. Le parti a décidé cette fois-ci, parce qu'avant c'était notre président national, honorable Yapour, mais cette fois-ci, en tant que parti, nous avons décidé d'apporter notre soutien à nos amis, à nos frères qui sont incarcérés là-bas, une manière que nous tous nous connaissons là-bas en Kondengui. Si le PAP se rend à Kondengui, c'est sans savoir exactement le nombre de prisonniers qui s'y trouvent, tant cette question est sujette à caution pour ce parti. Généralement, dès qu'on était là-bas avec notre président national, on nous a dit 27 prisonniers qui étaient là-bas, c'est-à-dire 17 qui étaient à la prison centrale et 10 à la prison principale. C'est ça qu'on nous a dit. Mais dès que notre président est rentré là-bas, il a constaté qu'il y a plus même 40, sans compter même les autres qui sont incarcérés dans une autre prison, dans les régions et l'entendu national. Il n'empêche, le PAP soutient que seule la voie du dialogue doit prévaloir dans la crise anglophone et appelle à l'élargir à toutes les composantes sans préjugés. Pour l'instant, on appelle tout le monde, même les sessionnistes. Pour être sessionniste, ce n'est pas un crime, c'est une opinion. C'est comme les gens qui sont pour la fédération, il y en a qui sont pour la décentralisation. Maintenant, là, tu appelles tout le monde, parce que ce ne sert à rien de taxer les autres sessionnistes comme s'ils sont des terroristes. Pour être sessionniste, ce n'est pas un crime. C'est comme si 1961, ce n'est pas toutes les communautés anglophones qui avaient voté pour la réunion. De 1961, pour la réunification, il y avait 60% qui ont voté, 40% n'ont pas voté. Comme notre président national, il disait depuis, quand la crise a commencé, que le dialogue est très nécessaire. Si on avait les suivis depuis, on ne peut pas arriver là où on se trouvait jusqu'à maintenant. Oui, le dialogue et le dialogue. Une prise de position qui reste à être comprise par Yaoundé.
Parlons de tout à fait autre chose à présent. Malgré la grave crise économique qui s'écoule à CEMAC, les pays de la sous-région veulent assurer l'accès aux populations aux produits de grande consommation. Cet objectif passe par la promotion d'une réelle concurrence entre les entreprises implantées dans la sous-région Afrique centrale. La mise en œuvre de cette idée est au centre d'une rencontre qui s'est tenue à Douala ce jour. Elle a vu la présence de Daniel Ona-Ondo, président de la commission de la CEMAC. François Dikoumé et Sylvestre Zangaou. Le monopole de certaines entreprises dans des secteurs d'activité précis en Afrique centrale et particulièrement dans la CEMAC encourage depuis des années la spéculation et surtout la qualité peu appréciable parfois de certains produits qui sont vendus aux consommateurs. Il faut donc davantage ouvrir la voie à la concurrence et opérationnaliser l'organe communautaire de surveillance, affirme Daniel Ona-Ondo, le président de la commission de la CEMAC. Quand on dit concurrence, il y a baisse des prix. Donc tout le monde y profite. Donc il est tout à fait évident que la protection du consommateur est tout aussi intéressante parce que c'est un problème de santé publique. L'exemple de pharmacie par terre où les gens achètent n'importe quoi et c'est un problème de santé publique. Donc il faut implémenter les outils pour qu'on puisse avoir un cadre juridique et réglementaire au niveau de la sous-région. Il y a des cadres qui existent actuellement. Il faudrait les harmoniser au niveau de la sous-région. Chacun ne peut pas travailler de son côté. Nous allons avoir des entreprises qui vont traverser des frontières parce que vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, nos présidents de la République ont pris la décision de la libre circulation des personnes et des biens et des services. Il est évident que chacun doit avoir les mêmes arguments quand il est dans un pays. Cette opérationnalisation de l'organe communautaire de surveillance de la concurrence doit avoir pour socle les efforts consentis par chaque État membre et même par les États de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Le Cameroun, représenté à la rencontre de Douala par le ministre du Commerce, Louis Magloire-Barga Tangana, pense pouvoir développer davantage les structures d'encadrement existantes. Le Cameroun, c'est depuis les années 98, le premier texte en la matière étant la loi sur la concurrence, assortie d'une série de textes d'application, parmi lesquels le décret qui crée la Commission nationale de la concurrence, qui est un organe quasi juridictionnel. Je le dis aux consommateurs, je le dis également aux opérateurs économiques. C'est un organe qui a des pouvoirs importants, mais il y a également en matière de protection du consommateur. Il y a la loi cadre de 2011, qui est l'une des premières dans notre sous-région. Celle-là également comporte un important texte d'application qui crée le Conseil national du consommateur, qui fonctionne également. L'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens, voulue par les chefs d'État de la CEMAC, s'accompagne donc aussi de l'ouverture à la concurrence dans l'univers commercial. Ceci pour la préservation des droits des consommateurs. Et parlons justement du respect des droits des consommateurs au Cameroun. Luc Magloire-Barga Tangana rassure le consommateur qu'il n'y aura pas de place pour l'inflation et la spéculation lors des fêtes de fin d'année qui pointent déjà à l'horizon. Le ministre du Commerce, sans indiquer concrètement ce que son département ministériel fera pour empêcher la hausse des prix, appelé cependant les consommateurs à ne pas se fier à la rumeur le moment venu. Je vous propose de l'écouter au micro de Sylvestre Zangaou. Je peux vous assurer qu'il n'y aura ni pénurie, ni spéculation. Il faut tordre le cou de manière définitive à la rumeur. Il faut que nous apprenions à évoluer, n'est-ce pas, sur des chemins balisés, loin de ces rumeurs qui ne se fondent strictement sur rien et qui ont pour but tout simplement de semer la panique inutilement dans l'opinion. On a tendance à généraliser, à globaliser. Je ne sais pas très bien ce qu'on entend par commerçant véreux. Vous savez, moi je distingue entre l'ivraie et le bon grain. Le bon grain, c'est l'essence même de notre classe d'hommes d'affaires. Il se trouve qu'en marge, il y a des gens qui veulent évoluer dans l'illégalité, dans ce qu'on appelle les coûts. Mais la professionnalisation des métiers, qui est également notre leitmotiv aujourd'hui, notre feuille de route, fait que les commerçants sont devenus des gens professionnels.
Et je le disais en titre, après la pluie, le beau temps, dit-on, un an après la catastrophe ferroviaire à Dezeka dans le département d'Union Ekele, cette localité est devenue depuis quelques semaines la nouvelle destination pour des chercheurs d'or. Le nombre des orpailleurs dans cette partie du pays grandit sans cesse et ces derniers rencontrés par nos équipes semblent satisfaits par ce que leur offre le sol de cette partie du pays. Seul bémol, l'activité entraîne une inflation dans cette partie du Cameroun depuis quelques semaines. Peu de précisions dans ce grand reportage signé Eric Ouattak, Joël Niem et Eric Marsan Dumont. Ezeka est son principal marché, non loin de la gare voyageurs. Depuis plus d'un mois, ce lieu, tout comme la ville, connaît une effervescence particulière et une affluence humaine record. Raison, la découverte de l'or dans cette localité. En à peine un mois, la population du chef-lieu du département d'Union Ekele a quadruplé en raison de cette ruée vers l'or dans ce nouvel Eldorado. Conséquence immédiate, la hausse systématique des prix de tous les produits qui en plus s'écoulent comme du petit pain. Ça, c'est qu'à depuis la première de l'or là, je baisais le poisson, je tenais que je prenais à 500, maintenant je prends ça à 1000 francs, c'est ça, Ça a bien changé parce qu'il y a un peu, la vie vibre et il y a un peu d'argent. Je vendais au moins 2 kilos, mais je peux maintenant vendre au moins ce même 10 kilos parce qu'il y a déjà un peu. Actuellement, c'est déjà un peu bon parce qu'avant, on a travaillé pas mal maintenant. Tu peux même sortir même après-midi. Bon, avant tes 2 heures du temps, tu peux même avoir tes 2000. Donc, on est forcé plus tellement le travail. Et le transport s'est augmenté? Ça, non, pas tellement sur le prix. Mais sinon, ça a augmenté en termes de clientèle. Dans le quotidien, nous voyons le petit commerce marche. Hein? Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'émergence de la ville de Ezeka qui a tant tardé à émerger. Donc aujourd'hui, nous sommes un peu satisfaits de l'arrivée de la population qui ne fait que s'accentuer. Le secteur hôtelier connaît un boom particulier. Les prix des chambres sont passés du simple au double, voire au triple. Moi, je suis arrivé ici, une chambre que j'ai louée le mois. Après, on l'a transformé, que je dois la payer maintenant par semaine au même coût. On me l'a donné à 5 000 francs le mois, mais après à 5 000 la semaine. Le domaine le plus florissant est celui de la vente du matériel utilisé dans la quête de l'or. Seaux, cuvettes métalliques, bottes, pioches, motopompes sont perceptibles à tous les carrefours de la ville d'Ezeka. Cet essor n'est pas sans conséquence. Les habitants en pâtissent. Les prix, de façon générale, ont grimpé. C'est devenu cher parce qu'on ne peut plus rien acheter au marché. Tout est cher et les revendeurs sont insolents. Les mototaxis, tu peux prendre une moto à une courte distance, on te dit 200. C'est pas négociable. Il te dit je ne pars pas. Et tout ça, c'est à cause de l'exploitation de bois. Je pense, oui. Parce que ce n'était pas comme ça. C'est devenu cher. Tellement même. Et l'argent de l'or, moi, on ne connaît même pas ça. Moi, je suis à Barbara, moi, je ne vois même pas l'argent de l'or. Et pourquoi est-ce que la vie chère? Il peut paraître que c'est l'or. Comme les gens sont venus chercher l'or aussi, sûr que c'est ça. Et avant, c'était cher, mais aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Les orpailleurs, par contre, venus de toutes les contrées du Cameroun et d'ailleurs, disent faire de bonnes affaires avec l'or amassé. Nous sommes venus ici à Ezeka pour travailler l'or. On s'en sort. Impossible, on n'est pas une femme. J'arrête la pioche. Et l'or donne. Nous travaillons. Nous sommes les orpailleurs et les orpailleuses. Artisans miniers, mais le marché est facile quand même. Selon les populations, la nécessité du renforcement des mesures sécuritaires à Ezeka s'impose afin que le boom de l'or ne transforme pas ce chef-lieu de département en véritable Far West à l'avenir.
Et voilà donc pour ce grand reportage sur la ville d'Ezeka qui connaît une ruée vers l'or depuis quelques semaines. Et malheureusement, à côté de cette ville d'Ezeka, deux autres villages du département d'Union, Ekele, croupissent dans le sous-développement. Il s'agit des arrondissements de Messondo et de Dibon. Les populations de ces deux localités privées de l'énergie électrique depuis bientôt 3 mois pensent avoir été oubliées par les pouvoirs publics. Ces hommes et femmes dénoncent l'enclavement de cette localité. Les commerçants ne peuvent plus, par exemple, écouler leurs produits vers les grandes villes. On voit tout cela avec Julien Guignander, Julien Berthe-Bissaï plutôt et Joël Niemba. C'est réellement dit. Nous voulons que les routes soient aménagées. Ce cri de détresse, lancé à l'endroit des pouvoirs publics, est celui des populations des arrondissements de Messondo et Diban, dans le département d'Union Ekele. Une localité réputée par un enclavement sans pareil. Les commerçants broient du noir au quotidien pour écouler leurs produits vers les métropoles. Bon, le commerce est quand même un peu lent ici. C'est un peu lent, ça ne donne pas nous un peu. Il n'y a pas d'activité. On dirait que bon, dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, ça tourne à merveille. Sinon, c'est le contraire. Au cours de la tournée du préfet de ce département, les autorités locales en ont profité pour présenter leur doléance. Premièrement, la route. On dit que quand la route passe, le développement suit. Deuxièmement, l'eau potable, parce que l'eau, c'est la vie. Troisièmement, il faut veiller à la santé des populations. Parce que si les populations ne sont pas en santé, elles ne peuvent rien faire. Quatrièmement, l'éducation de nos jeunes. Parce que si nous n'arrivons pas à former des jeunes, la relève ne sera pas assurée. Et cinquièmement, l'électrification. Parce qu'aujourd'hui, avec l'électrification, ça concourt au bien-être des populations. L'autorité administrative se dit consciente de la situation. J'ai trouvé que le niveau de développement est presque le même, un tout petit peu partout, les gens ont le même problème. Ils sont en quête de développement, ils sont en quête de l'appui de l'État pour assurer leur développement. Il y a cette pratique de plans de développement de communes qui existent, qui a été mise en place par le PNDP. J'insiste là-dessus, j'ai insisté ailleurs que les populations puissent insérer leurs projets d'intérêt commun. Les populations du département d'Union Ekele attendent impatiemment une action concrète des pouvoirs publics. Et voilà donc pour l'actualité sur le plan national. Nous vous le disions tout à l'heure, nous continuons la réflexion autour de la démission du président Robert Mugabe survenue cette fin de journée. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau, bonsoir à vous et bienvenue sur ce plateau Edmond Kambia. Bonsoir Albertine. Vous êtes journaliste, chef desk politique et politique internationale au quotidien La Nouvelle Expression. Alors très rapidement, on y va donc sur ce sujet. Robert Mugabe a décidé de démissionner. C'est quoi la suite? D'abord, il faut lui rendre hommage parce que finalement, il a tiré sa révérence. C'était très attendu depuis une semaine. On rend hommage au grand combattant de la liberté qui a été un héros de l'indépendance, qui a su, de bout en bout, pendant 37 ans, était anti-impérialiste. Ça, il faut le mettre à son honneur. Mais il faut également regretter en cet homme le fait de n'avoir pas su être démocrate pendant qu'il était au pouvoir. Le fait de n'avoir pas su passer la main, comme ça se passait à côté de lui. Mandela a montré l'exemple. Eduardo dos Santos en Angola a montré l'exemple. Il faut dire et regretter le fait qu'il n'ait pas su lire les signes des temps. Que va-t-il se passer par la suite? Aujourd'hui même, le Parlement s'était réuni. C'est au moment où le Parlement se réunissait que le président, n'est-ce pas, de cette assemblée-là a reçu le courrier et l'a lu et annoncé donc, où Robert Mugabe annonçait donc sa démission. Ce qui va se passer par la suite, c'est que le même Parlement, aujourd'hui même, était en train d'examiner, n'est-ce pas, la procédure légale qui va faire en sorte qu'un nouveau dirigeant soit connu à partir de mercredi soir. Parce qu'on ne peut pas laisser pendant longtemps la vacance, au moins pour gérer la transition. Et quand on sait ce qui s'est passé dimanche avec la destitution de Robert Mugabe à la tête du parti et l'émergence du vice-président qui avait été limogé, qui devient président du parti et qui visiblement va tenir les rênes
non seulement du parti, mais également de l'État, dans le cadre d'un intérim qui va durer le temps d'organiser les élections l'année prochaine. Ça veut dire que les décisions qui ont été prises par Mugabe ces 6 derniers jours, depuis le coup de force de l'armée, ne seront pas prises en compte, puisque le vice-président n'est plus vice-président, normalement. Oui, non, le vice-président du pays a été limogé. Il a été limogé. Mais il faut comprendre aujourd'hui que l'instance officielle qui avait amorcé, n'est-ce pas, déclenché le processus de destitution, le Parlement réuni en congrès, est une instance constitutionnelle. Et l'acte que prend cette instance est reconnu par la Constitution. Donc, la mesure que va prendre le Parlement dans les heures qui suivent va nous orienter sur l'avenir du Zimbabwe. Mais vraisemblablement, il faut attendre à ce que Emerson Mnangagwa puisse tenir les rênes du parti, non seulement du parti, mais également les rênes du pays, pour pouvoir, dans quelques heures, faire en sorte que nous ayons un nouveau gouvernement au Zimbabwe et que ce pays puisse donner l'exemple pour le futur à l'ensemble des pays africains et notamment aux chefs d'État qui s'accrochent encore au pouvoir. Alors, est-ce que on a vu tout au long de ce feuilleton zimbabwéen ces derniers jours, on le révélait ici, cette façon singulière où l'armée a agi, avec laquelle l'armée a agi pour mettre Mugabe sur la porte de sortie. Est-ce que vous pensez qu'on a réussi à finalement préserver l'image de ce grand combattant, de ce nationaliste qui s'est accroché malgré tout au pouvoir et qui a peut-être à la fin décidé de fuir le déshonneur d'une destitution? Est-ce que finalement il a réussi malgré tout à garder un peu d'intégrité, à sortir par la porte, la grande porte? D'abord, il faut saluer le comportement républicain de l'armée zimbabwéenne. On a vu comment, depuis la nuit du 14 au 15 novembre, ils ont su être patients. Ils ont su ménager Robert Mugabe jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au bout. Ils lui ont donné le temps de poser l'acte qu'il fallait dans les circonstances qui sied. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'ils sont arrivés dans la capitale avec les chars et tout le matériel que l'on sait, ils ont dit à travers leur porte-parole que ce n'est pas un coup d'État. Et ils l'ont dit à dessein parce que le fait d'assumer un coup d'État, c'est assumer également les sanctions diplomatiques, les sanctions économiques. Donc ils ont voulu éviter d'être mis à dos de la communauté internationale. Et ça, ils l'ont si bien réussi. Les soldats, ils l'ont réussi. Deuxièmement, ils ont, comme je le disais tantôt, ils ont su ménager Robert Mugabe en tenant compte du rôle qu'il a joué, de son statut dans son pays. Ils ont également réussi à faire en sorte que ce ne soit pas perçu comme toute la communauté internationale semblait voir, notamment l'Union africaine, à travers Alpha Condé, que c'était un coup d'État. Comment ils l'ont fait? Ils ont réussi, puisque Robert Mugabe insistait que ce soit à travers la direction du parti qu'il soit démis de ses fonctions. Et ils sont effectivement, l'armée, à travers le ZANU-PF, l'a effectivement destitué du parti. Et la suite, on la connaît. Est-ce qu'ils ont réussi à préserver, selon vous, l'intégrité ou l'image de ce président dans ce feuilleton? Je pense que oui. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait de leur mieux pour préserver l'image, la dignité de Robert Mugabe. Et ça, c'est à mettre à leur actif. Alors, je ne connais pas beaucoup de pays où des soldats seraient sortis ainsi et auraient ménagé le chef d'État. Alors, les réactions n'ont pas tardé sur le plan de la communauté internationale. Il y a la Grande-Bretagne qui a réagi et qui estime qui salue la démission de Robert Mugabe. Peut-être pas la saluer puisqu'ils estiment que le pouvoir de Robert Mugabe était illégitime. Ils se disent prêts aujourd'hui à accompagner justement ce pays à se reconstruire sur le plan économique. Est-ce qu'on peut dire justement que le pouvoir de Mugabe était illégitime lorsqu'on a vu comment est-ce que cet homme a été traité par l'armée qui manifestement lui faisait toute allégeance? Oui, l'armée lui a fait allégeance jusqu'au bout en espérant qu'il allait poser l'acte qu'il a finalement posé. Est-ce que c'était un pouvoir légitime, le pouvoir de Mugabe? Vers la fin. Au début, le pouvoir de Mugabe était légitime. Mais depuis la démocratisation du pays, notamment les élections face à Morgan Tsvangirai, on a vu qu'il avait perdu les élections face à Morgan Tsvangirai. C'est la raison pour laquelle, sous la pression de la communauté internationale, il a dû composer avec Morgan Tsvangirai, qui a été Premier ministre à un moment donné. Et de bout en bout, jusqu'à sa sortie, on se rend compte que Mugabe n'a pas su être démocrate. Il n'a pas su faire la reconversion entre le combattant et le démocrate. Il est resté combattant, certes, mais il n'a pas su être démocrate jusqu'à la fin. Est-ce que c'est Grace Mugabe, justement, cette femme
par qui, on le dira, qui a donné le déclic, on peut le dire, de cette fin de règne. Est-ce que tout est parti de cette femme ou alors elle a juste été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Grace Mugabe a été la goutte d'eau qui déborde. La goutte d'eau qui déborde effectivement, parce que elle serait derrière le limogeage du vice-président. Elle aurait posé beaucoup d'actes antérieurs, notamment le fait que plusieurs ministres soient démis de leurs fonctions de façon instable. Elle aurait même entrepris de faire nommer des personnes. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'armée, notamment les soldats qui sont arrivés dans la capitale, ont dit « nous venons rechercher des criminels qui entourent le chef de l'État ». En fait, il s'agissait des proches de Mme Mugabe, qui a la tête d'une structure qu'ils ont appelée le G40. Je dois dire ici que le concept même de G40 n'est pas mauvais en soi. Parce qu'à un moment donné, après 37 ans de pouvoir, il est important que les aînés transmettent le pouvoir aux jeunes. Mais le problème de Grace Mugabe, c'est qu'elle a trop vite affiché ses ambitions démesurées pour succéder à son époux. Elle aurait pu se mettre en retrait et laisser les jeunes travailler, apprendre éventuellement au pouvoir, en tout cas à faciliter la transition entre Robert Mugabe et les jeunes. C'était possible. Et j'espère que celui qui va remplacer Robert Mugabe va en tenir compte dans la formation du futur gouvernement. Alors Robert Mugabe, c'est toute une histoire politique du Zimbabwe. Nous le disions tout à l'heure, il y a eu la réforme agraire en 2000. Il y a eu beaucoup d'autres actes forts de ce chef de l'État qui a tenu d'une main de fer ce pays. Alors, quel est l'avenir? S'il y en a un pour un homme de 93 ans, pour Robert Mugabe, qu'est-ce qui pourrait attendre aujourd'hui ce président? J'ai eu à commettre un dossier dans le quotidien Nouvelle Expression sur ce que deviennent les anciens chefs d'État. Il y a toute une vie après la présidence. Peut-être que pour son âge, l'âge est très élevé, mais il va appartenir à la fondation qu'a créée Mandela de son vivant, les Elders, dont fait partie Kofi Annan et beaucoup d'anciens chefs d'État, beaucoup de dirigeants dans le monde, c'est-à-dire des sages qui s'impliquent dans la gestion des problèmes internationaux, des conflits, des crises. Ils sont également médiateurs lorsque surviennent des crises en Afrique ou partout à travers le monde. Sauf que la communauté internationale ne voit pas Robert Mugabe comme Nelson Mandela. Pour la communauté internationale, il a toujours été un dictateur. Vous pensez vraiment qu'on va lui ouvrir les portes pour jouer les médiateurs dans des crises en Afrique et ailleurs? C'est vrai que ça va être difficile, mais le fait qu'il se soit rattrapé, vous savez, il n'est jamais trop tard. Il s'est rattrapé en déposant sa démission, même comme il a été contraint. C'est important. C'est-à-dire de poser l'acte qu'il faut, même si ça arrive en retard. Et ça, on ne peut pas dire que c'est rien du tout, puisque à partir de ce moment, les procédures juridiques et constitutionnelles se déclenchent et on parvient à avoir un pays nouveau, une page qui se tourne, une page qui s'ouvre pour un destin que nous souhaitons meilleur pour le Zimbabwe. Et je veux dire une chose, en passant par rapport au Royaume-Uni, vous savez que Robert Mugabe a été anti-impérialiste jusqu'au bout, je le disais tantôt. Le Royaume-Uni a eu des rapports très tendus avec le Zimbabwe. Je ne suis pas surpris par la réaction de la Première ministre Theresa May, lorsqu'elle dit que son pays peut apporter tout ce qu'il peut désormais au Zimbabwe et que c'est l'opportunité de sortir de l'oppression. Ce que je souhaite, c'est que le successeur de Robert Mugabe oublie le mauvais côté de Robert Mugabe et garde ses qualités de panafricaniste, ses qualités de combattant, ses qualités d'un homme qui a gardé des convictions profondes pour le bien de son peuple, même comme sur la fin, il a laissé un pays dans un état qu'il ne faut pas souhaiter. Nous reparlerons certainement de ce sujet dans nos prochaines éditions d'information. Merci à vous, Edmond Kamga, d'être venu ce soir. Je rappelle que vous êtes chef service politique et politique internationale au quotidien La Nouvelle Expression. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. À suivre juste après votre programme du mardi, Parole de femme avec Julingue Nyonde. Bonne suite de programmes sur Equinox Télévision.